Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, une application de lecture en streaming européenne qui vous permet d'accéder à des milliers d'e-books, livres audio, BD et même à de la presse en un seul clic. Je vous en reparle en fin de vidéo. Hello à tous! Aujourd'hui on va réaliser ensemble un dal aux lentilles, un plat très simple, healthy, gourmand et originaire de l'Inde. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, dis donc Charlie, l'Inde, ce serait pas ce pays à l'origine de la plus grosse secte secrète de meurtriers qui étranglait les voyageurs pour vénérer une déesse? Nous sommes le 3 octobre 1830. Les lecteurs de la Gazette littéraire de Calcutta découvrent dans leur journal un texte pour le moins terrifiant. L'auteur, qui a choisi de rester anonyme, explique qu'il existerait une secte meurtrière secrète qui se balade en toute impunité sur le sous-continent indien. Des hommes monstrueux qui étranglent des voyageurs innocents au nom d'une déesse pour ensuite voler leurs possessions. Ils sont insaisissables et ne laissent aucun indice après avoir accompli leurs méfaits. Ces fanatiques sont cependant loin d'être des criminels isolés. En vérité, il s'agit d'une organisation puissante et invisible, comprenant de nombreux adeptes qui agissent librement sur tous les territoires sous contrôle britannique. Parfois aux portes même des établissements judiciaires anglais. La Compagnie britannique des Indes orientales, qui dominait à l'époque en grande partie le sous-continent indien, n'a pas d'autre choix que de réagir. Dès le lendemain de cette publication, une campagne d'éradication est lancée, avec à sa tête l'auteur de la lettre dont l'identité vient d'être révélée. Le tout conduisant à une des affaires les plus étranges du 19e siècle. Si vous avez vu l'épisode des théories du monde que j'avais fait sur Indiana Jones, vous savez très probablement de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler des Thugs, une secte d'assassins professionnels adorateurs de la déesse hindoue Kali, qui ont sévi dans l'Inde coloniale du 19e siècle. Et alors oui, du coup, c'est bien de là que vient l'expression « être un thug », littéralement dire être un assassin de cette confrérie d'assassins qui butent des gens au nom d'une déesse. Voilà. Mais avec vous, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille un tout petit peu plus loin que simplement vous décrire les pratiques horribles et l'éradication de cette secte par les Anglais. On va se poser la question qui fâche. Est-ce que les Thugs ont vraiment existé, ou est-ce qu'ils sont une invention des Britanniques pour justifier leur emprise sur l'Inde ? Une grosse part de ce que nous savons à propos des Thugs provient des écrits de William Henry Sliman, qui était donc l'administrateur indien à l'origine de la fameuse lettre de dénonciation. Et qu'on retient aujourd'hui comme l'homme providentiel de 1830, celui qui a réussi à éradiquer la secte. Il a également écrit plusieurs livres sur le sujet qui comprennent notamment l'étude de leur langue, l'histoire de leur éradication ou encore des conversations qui ont été retranscrites. Et donc par conséquent, c'est aussi lui l'auteur de l'époque qui en donne une description des plus exhaustives. Selon Sliman, les Thugs ressemblent à des membres communs de la société, donc des commerçants, des fermiers, des soldats, ton père, ton cousin, ton voisin, ta mère, le marchand de dalles du coin. Ah oui, et d'ailleurs du coup, si vous l'aviez pas compris, il y aura pas de recette de dalles, c'était juste une blague. Mais en réalité, quelle que soit leur caste, donc qu'ils soient musulmans ou hindous, ils se rassemblent pour organiser des expéditions secrètes à la gloire de la déesse Kali. À leurs yeux, être thug, c'est une sorte de profession héréditaire honorable, et en tuant, ils protègent le monde. Toujours selon eux, s'ils cessent de sacrifier des gens, la mort s'étendrait et se généraliserait. En ce qui concerne leur mode opératoire, c'est globalement toujours le même. Ils se font passer pour des honnêtes voyageurs et obtiennent la confiance d'autres honnêtes voyageurs plus aisés. Lorsque l'occasion se présente, en général donc plutôt le soir ou la nuit, loin des villes, ils étranglent leurs victimes avec une corde ou un foulard rituel appelé rumal. Et lorsque c'est fait, les autres membres du groupe éventrent les corps et les enterrent à l'abri des regards. Le butin qu'ils récoltent sur les victimes, il est ensuite partagé entre tous les membres du groupe, et une partie est reversée aux prêtres de l'organisation ainsi qu'aux chefs locaux qui les protègent. Et comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, les meurtres sont des sacrifices humains au nom de la déesse Kali. Et les Thugs y suivent donc des règles religieuses très strictes. Par exemple, les victimes, elles doivent obligatoirement être des hommes, et il y a certaines castes qui sont intouchables. Les Européens, notamment, ils sont jamais pris pour cible.
Il existe également certains présages qui peuvent décider si oui ou non ils passent à l'acte. Par exemple, péter sans faire de bruit implique soit l'abandon immédiat des victimes, soit de réaliser des sacrifices supplémentaires pour détourner le malheur. Par contre, si un chien défèque en soirée, c'est une promesse de richesse. Et oui, j'ai choisi sciemment les exemples les plus marrants, mais évidemment il y avait plein d'autres présages. Pour communiquer entre eux discrètement, les thugs utilisent une langue secrète appelée Ramazi, qu'ils connaissent tous, quelle que soit la région dont ils viennent. Après plusieurs mois d'expédition, les thugs retournent donc chez eux, auprès de leur famille, qui en général ignorent tout de leur activité criminelle. Et parfois, il leur arrivait même de récupérer les enfants des victimes qu'ils venaient de tuer pour les adopter et les introduire dans leurs croyances et dans leur profession, pour qu'ils deviennent à leur tour, plus tard, des nouveaux thugs. À la suite de la lettre, les choses vont se compliquer. Comme je vous l'avais dit dans l'introduction, en 1830, c'est Slimane qui devient chargé de l'éradication de cette secte. Un petit peu d'ailleurs grâce à sa publication anonyme dans la Gazette littéraire de Calcutta. Pour éradiquer le problème, Slimane a une méthode très simple. Il interroge les thugs qui ont déjà été capturés et utilise les informations qu'il obtient pour traquer d'autres thugs, qu'il interroge ensuite. C'est ainsi que se forme progressivement la méthodologie de la traque des thugs. C'est les thugs eux-mêmes, les capturés, qui deviennent les informateurs des Anglais. En échange, ils ne sont pas tués. Et dans certains cas, la famille des thugs est retenue prisonnière afin de faire pression sur ce dernier. Étonnamment, les thugs dénonciateurs sont plutôt bavards et n'hésitent pas à dénoncer leurs anciens collègues en racontant leurs expéditions avec beaucoup de détails. Et si ça peut sembler un peu bizarre qu'ils se mettent à parler aussi facilement, ça peut s'expliquer pour plusieurs raisons. Déjà pour protéger leurs proches, mais aussi par fatalisme. S'ils ont été pris par les Anglais, c'est parce que ils n'ont pas respecté suffisamment les enseignements de Kali, la déesse Kali, et qu'elle a sûrement retiré sa protection. Certains des informateurs permettent aussi de retrouver les preuves, par exemple les corps des victimes, ce qui permet d'ajouter des éléments un petit peu plus consistants au dossier. Mais la plupart du temps, ils n'ont pas énormément d'informations. Les procès et les condamnations qui en découlent, ils tiennent presque quasi exclusivement que sur les témoignages des informateurs. 2 ans plus tard, le système est très bien rodé, le fonctionnement des thugs bien établi, et les opérations anti-thugs s'étendent progressivement sur l'ensemble du territoire colonial. À partir de 1836, l'administration britannique fait passer plusieurs lois appelées « loi de suppression des thugs », qui permettent de condamner des individus en se basant uniquement sur leur affiliation avec un groupe criminel, sans preuve qu'ils aient véritablement commis un crime. Et alors, quand je parle de condamnation, je parle pas de petites peines de prison, Les condamnations les plus courantes sont la pendaison ou la déportation à vie. Officiellement, Slimane parvient donc à éradiquer les thugs en une petite quinzaine d'années. En même temps, ces livres qu'il a écrits sur le sujet paraissent en Angleterre, où l'intérêt pour l'Inde ne faiblit pas. Il y a un flux constant d'informations sur les colonies qui débarquent en Angleterre. Alors par Slimane certes, mais également par bien d'autres auteurs, et en général ils dénoncent d'une manière ou d'une autre la cruauté, la vicissitude et la dépravation des indigènes aux colonies, et soulèvent un débat passionné dans la communauté britannique. En 1839, c'est un de ses collègues, Philip Meadow Taylor, qui publie un roman inspiré des témoignages de plusieurs thugs arrêtés. Le livre va s'appeler Confession d'un thug. Cette fiction devient un best-seller sensationnel dans l'Angleterre du 19e siècle. Et il semblerait même que la reine Victoria en était une lectrice assidue. Les écrits de Slimane et la fiction de Taylor vont finir d'enflammer l'imagination collective européenne concernant ces assassins. Et c'est d'ailleurs cette imagination qu'on retrouve dans plein d'œuvres de fiction, donc dans des romans feuilletons européens du 19e siècle et début 20e, et celle aussi qu'on peut voir dans Indiana Jones. Ils célèbrent leur culte. Ils adorent et vénèrent Kali. À ce stade, peut-être que vous vous êtes déjà rendu compte de quelque chose d'assez important depuis le début de cette vidéo. Slimane et Taylor sont les sources primaires principales qui ont mené à l'image qu'on a actuellement des thugs. Et Slimane, en particulier, il a carrément joué sa carrière sur l'éradication des thugs. C'est grâce à cette lettre anonyme qu'il publie dans la Gazette de Calcutta qu'il attire suffisamment l'attention du public pour forcer la compagnie à prendre des mesures drastiques et engager son auteur dans cette lutte.
Mais en réalité, c'est depuis au moins 1807 que les autorités britanniques connaissent l'existence des thugs et les combattent localement. Combat d'ailleurs auquel participe avec acharnement Slimane depuis 1822. Donc la lettre de Slimane en 1830, c'est pas du tout une révélation. Mais ça apparaît comme tel parce qu'elle change la perception que le public pouvait avoir sur les thugs dans le passé. Avant 1830, pour les Britanniques travaillant en Inde, les thugs c'était un peu genre des voleurs de grand chemin. Certes, des voleurs sanguinaires avec une méthodologie très établie et qui posait de nombreux problèmes, mais dans le fond pas si différents que d'autres bandits qui pouvaient exister sur les routes indiennes de l'époque. Si on grossit le trait, Slimane aurait exagéré un problème existant pour se présenter lui-même comme la seule solution possible. Et pour ça, il a fait un truc hyper intelligent, c'est qu'il a déplacé un problème de sécurité, qui existait bel et bien, vers un problème de morale. Pour lui, les thugs ne sont pas des bandits comme les autres, parce qu'ils ne tuent pas pour le profit, mais par dévotion religieuse. Et alors ça, pour la chrétienté de l'époque, c'est inacceptable. Du coup, est-ce qu'on peut faire confiance au travail de Slimane? On en a déjà parlé énormément, la fiabilité des sources en histoire, c'est une vraie problématique. Et sinon, est-ce qu'il faut tout jeter? Pour résoudre cette énigme, il faut rassembler tous les éléments et les confronter. Lorsque la Compagnie britannique des Indes orientales est créée au XVIIe siècle, son but est très clair, c'est de conquérir les routes commerciales avec l'Asie et en particulier les Indes. Rapidement, elle devient une entreprise extrêmement lucrative et puissante. Et à ses prérogatives commerciales viennent s'ajouter des fonctions militaires et administratives. Pendant 2 siècles, la compagnie va travailler avec les dirigeants indigènes tout en installant de nombreuses places fortes en Inde. Fin du XVIIIe siècle, la compagnie va jouer des coudes pour essayer de se débarrasser de ses concurrents européens et tente de combler le vide laissé par l'effondrement de l'empire mongol. Et du coup, c'est que au XIXe siècle que pour la première fois, l'État colonial anglais se frotte vraiment à la diversité énorme qui existe dans cette région du monde, en termes de culture, de religion, de langage et de croyances. Et disons-le franchement, ils sont un peu perdus. Probablement pour pallier cette difficulté et mieux comprendre ce à quoi ils ont affaire, les Anglais tentent donc de cataloguer les peuples qui vivent dans les colonies, genre une sorte de Pokédex colon. Mais malheureusement, ils vont pas toujours faire ça super bien. Alors de 1 parce que ils comprennent pas forcément la culture ni parfois les langues qu'ils rencontrent, et de 2 parce que, comment le dire de façon plus franche, l'époque est un petit peu au racisme décomplexé. Les Européens, ils ont généralement un léger sentiment de supériorité, ils pensent qu'ils sont mieux que les autres, surtout ceux qu'ils ne comprennent pas, qui n'ont pas la même couleur de peau ou qui ne vivent pas de la même façon qu'eux. Bref, beaucoup de monde en somme. Par exemple, ils vont catégoriser certaines castes comme des groupes ou des tribus ayant une occupation héréditaire ou des caractéristiques distinctes, ce qui est très clairement une simplification hyper grossière de la culture indienne. Pour le gouvernement anglais, découvrir qu'une secte secrète qui tue des innocents existe sous leur nez dans une région que eux ils pensent comprendre et qui domine depuis 30 ans, c'est un sacré soufflet et ils n'en mènent pas large. Du coup, il faut trouver une manière de se dédouaner de la situation. Après avoir décrit les thugs de long en large et en travers, une des questions que se pose Slimane dans ses livres est donc de savoir si les thugs ont toujours existé ou s'il s'agit d'un phénomène récent. Et alors, c'est probablement pas quelque chose qui est conscientisé et délibéré de la part de Slimane, ou même du gouvernement anglais, mais prouver que les thugs existent avant la colonisation britannique permet indirectement de prouver qu'ils ne sont pas apparus à cause de la colonisation. Ce qui voudrait dire implicitement que le pays s'est appauvri à cause de la politique coloniale. En gros, c'est dire non, mais c'est la culture des Indiens qui est monstrueuse de base, c'est parce que nous, on a foutu la merde chez eux que tout d'un coup, il y a tout plein de criminels. Du coup, se pose la question de savoir si les thugs existaient avant les colonies. Et sur ce sujet, bien qu'il y ait assez peu de sources précoloniales, on y retrouve quand même, parfois, quelques groupes ayant des caractéristiques associées aux thugs. Mais alors, est-ce qu'il s'agit des mêmes thugs? Alors, pour Slimane, évidemment, c'est une évidence, mais pour les chercheurs actuels, disons que la plupart des sources, elles sont pas super convaincantes.
La conclusion que les historiens tirent en général de ce minuscule corpus de texte, c'est que oui, des bandits parfois appelés thugs, qui parfois étranglent leurs victimes pour les voler, ont existé dans le passé, avant les colonies, peut-être à partir du 7e ou du 14e siècle, mais qu'il n'y a pas de certitude qu'il s'agisse exactement du même phénomène que celui rencontré au 19e siècle. Et aussi, il n'y a qu'un seul texte, donc le plus ancien, qui mentionne un sacrifice humain pour une déesse. La dernière pièce de ce puzzle, c'est Slimane lui-même. Dans ses réflexions et lors des interrogatoires, il montre un intérêt très marqué pour certaines caractéristiques des thugs. Leur religion, l'hérédité de la profession et la langue secrète. Mais surtout, la religion. Slimane, ce qu'il a fait, donc toujours consciemment ou inconsciemment, c'est qu'il a fait de l'adoration de Kali la pierre angulaire de leur communauté, privant ainsi de toute autre raison leur agissement, et il explore pas du tout les autres options qui pourraient pousser les thugs à tuer et à voler. Il suffit d'ailleurs de lire les fameuses conversations avec les thugs, qu'il a retranscrites, pour se rendre compte que la réalité, elle est assez différente. Les thugs, de leur propre aveu, ils ne respectent pas toujours les enseignements et les présages de Kali. Il leur arrive de tuer des femmes ou des enfants lorsque l'appât du gain est trop grand, ou alors pour se protéger d'un danger, par exemple. Et alors oui, si certains thugs étaient des thugs héréditaires, en fait la plupart, ils semblent surtout avoir été des thugs occasionnel. Pour ces derniers, être un thug, c'est pas une identité fixe, ça dépend surtout des circonstances. Si la terre ne rapporte plus rien et que les guerres dévastent le pays, certains hommes préfèrent partir sur les routes pendant la saison morte pour rejoindre les bandes de thugs et subvenir à leurs besoins de cette façon pendant quelques temps. Mais ils retournent ensuite à une vie normale lorsque la situation s'améliore. Et dans ces cas-là, ils ne prient plus forcément Kali. Pourquoi prier la patronne des voleurs lorsqu'on fait du pain et qu'on laboure un champ ? Avant que Slimane débarque avec sa campagne d'éradication des thugs, beaucoup des hommes qui étaient capturés parce qu'ils étaient suspectés d'être des thugs, ils étaient relâchés parce que leurs témoignages étaient pas crédibles, parce qu'il était plein de contradictions ou qu'il y avait des mensonges évidents. Mais à partir de Slimane, la condamnation des thugs est majoritairement le produit de dénonciations croisées et de délations. Et alors en plus, c'était même pas forcément bien compris parce que la plupart des Anglais, ils parlent pas suffisamment les langues indigènes et ils perdent certainement en partie les nuances lors de la retranscription des témoignages. La délation, évidemment, ça entraîne pas mal d'incertitudes et de doutes sur la crédibilité des témoignages. Et l'autorité judiciaire est donc amenée à tolérer une marge d'erreur dans les verdicts qu'elle prononce. Même si la plupart étaient effectivement coupables de meurtre, il semble quand même évident que certains innocents ont certainement été pendus dans l'eau. En tout cas, ce qui est de plus en plus évident aujourd'hui pour les chercheurs, c'est qu'il n'y avait pas de connivence thug, c'est-à-dire d'administration civile ou religieuse. Il s'agit surtout de bandes ou de familles d'individus vaguement organisés qui se croisent et se reconnaissent parce qu'ils partagent un socle culturel et une activité criminelle commune. Mais il s'agit pas d'un espèce de groupe extrêmement homogène comme Slimane le prétendait. Et d'ailleurs, quand on lit l'ensemble de ses écrits, c'est assez clair. Certains thugs sévissent sur les rivières par exemple, et découpent les corps de leurs victimes en morceaux qu'ils jettent dans le Gange. Apparemment on pouvait les reconnaître parce que les crocodiles suivent leur embarcation. Alors que d'autres utilisent du poison, le datura, pour endormir leurs victimes avant de les étrangler. D'autres encore tuent uniquement pour voler les enfants, qu'ils vendent ensuite comme esclaves. Du coup, pour répondre à la question de départ, aujourd'hui, pour la plupart des chercheurs, il ne fait aucun doute qu'en effet, il a bel et bien existé des voleurs de grand chemin dont le mode opératoire était de tromper la vigilance de voyageurs pour les tuer par strangulation avant de les voler. Ça, c'est clair. Dans le tas, il y a de fortes chances qu'il y ait eu en effet quelques meurtriers héréditaires, donc qui avaient cette occupation comme occupation principale et familiale, mais la majorité des thugs, c'était probablement des personnes qui n'avaient juste pas d'autres moyens de subsistance, comme en fait la plupart des voleurs. Et a priori, s'ils étaient tous en effet superstitieux et rendaient hommage à Kali, parce que c'était dans leur tradition, ce n'était pas pour elle qu'ils tuaient. La seule chose qui les différencie vraiment des autres bandits, c'est le mode opératoire. Pourquoi systématiquement la strangulation ? Certains chercheurs s'y sont intéressés et ils ont proposé que cette particularité viendrait en réalité d'une loi islamique appliquée dans l'Inde mongole précoloniale. La peine capitale n'était pas requise lorsque le meurtre était réalisé sans faire couler le sang.
Dans cette profession particulièrement dangereuse, c'était donc peut-être simplement une manière d'éviter la mort en cas d'arrestation. Et il l'aurait gardé ensuite par tradition. J'ai un peu l'impression d'avoir beaucoup tapé sur ce pauvre Slimane dans cet épisode, mais je pense que vous avez compris le message principal de cette vidéo. C'est que l'histoire, c'est une science en perpétuelle évolution. Elle se nourrit des nouvelles découvertes, des nouvelles sources et des nouvelles perspectives que le temps et la recherche lui apportent. Et il y a probablement encore beaucoup de choses à découvrir sur les thugs d'ailleurs. Les écrits et les idées de Slimane, elles étaient en alignement avec la plupart des théories et des croyances de son époque. Et il n'y a aucune preuve qu'il ait fait exprès d'exagérer le phénomène pour justifier la colonisation. Même si, entre nous, il y a quand même pas mal de chercheurs qui suggèrent que Slimane, en fait, c'était juste un énorme génie de la com qui avait pour but final, de faire carrière. Et il a réussi. Malheureusement, l'idée de Slimane qu'il existe des groupes ou des races intrinsèquement disposées au meurtre, parce que c'était quand même ça l'idée de fond, elle va continuer de se développer dans les années qui suivent avec l'émergence de pseudosciences teintées de darwinisme social. Avec la complicité de Slimane, un des docteurs présents lors d'une pendaison de thugs va même récupérer les têtes de 7 d'entre eux pour les expédier en Écosse à l'attention de la société de phrénologie. En gros, leur objectif, c'était de prouver la thèse d'un criminel héréditaire en lisant les bosses sur leur crâne. Genre un peu comme quand on lit l'âge d'un arbre en regardant les lignes sur son tronc. Les lois qui découlent de ces années, elles vont aussi créer un précédent légal qui permettent d'aboutir un petit peu plus tard au Criminal Tribes Act, une série de lois votées après 1870 qui criminalisent des communautés entières sur la simple base de leurs différences et de leur incapacité à se conformer à l'idée que les Européens se faisaient d'une manière civilisée de vivre. Ces castes et tribus sont qualifiées de tribus criminelles pour leur soi-disant tendance criminelle, et les membres de ces communautés sont considérés comme criminels héréditaires, donc quoi qu'il en soit, peu importe leur antécédent, peu importe s'ils ont réellement commis des crimes. Dans les faits, ces lois donnaient à la police des pouvoirs étendus pour identifier, ficher, contrôler, surveiller et arrêter les membres de ces communautés, quoi qu'ils aient fait. Ces communautés étaient en général ensuite séparées du reste de la population et forcées à travailler dans des camps surveillés, desquels ils ne pouvaient pas sortir sans autorisation. Dans certains cas même, il est arrivé que des enfants soient carrément séparés de leurs parents et placés dans des colonies réformatrices. En 1931, le gouvernement colonial répertorie 237 castes et tribus criminelles. Même si ces lois ont été abrogées depuis, ou du moins transformées lorsque l'Inde a obtenu son indépendance, les tribus précédemment criminalisées souffrent encore aujourd'hui d'une stigmatisation et de préjugés intériorisés, non seulement par la société indienne, mais aussi par la police. Voilà qui conclut cet épisode, j'espère qu'il vous aura intéressé. N'oubliez pas d'aller me suivre si ça vous tente sur Instagram, j'y poste du contenu de façon très régulière et en plus de ça je poste pas mal de petits trucs liés à l'art, à mes peintures, également à mes photographies et à d'autres photographies de trucs que je trouve coolos, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et alors si vous aimez les histoires d'aventures, d'assassins, de sectes secrètes et de mystères, et ben je vous donne rendez-vous sur l'application Nextory qui est le sponsor de cet épisode. Livre audio, e-book, BD, journaux, séries audio, peu importe, Nextory est la seule application à vous proposer tout ça dans un seul abonnement mensuel. Par exemple, moi quand je suis dans les transports, je l'utilise pas mal, c'est très pratique pour switcher entre audio et texte en fonction de si on a envie de lire ou d'écouter. Et j'ai d'ailleurs un petit code promo pour vous, avec le code Charlie, vous avez 2 mois offerts sur Nextory. Le lien est dans la description, donc allez-y, parce qu'ils ont même les Agatha Christie, putain. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous fais des gros bisous, et à très vite pour de nouvelles aventures, salut!